j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit! C'est reparti mon kiki! Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des finasses, c'est dégueulasse, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Chers auditeurs, après un mois de travail acharné, après 20 épisodes de cette deuxième saison de Radio Virus, nous avons décidé d'arrêter ce format quotidien. Toutefois, rassurez-vous, nous serons très vite de retour pour un nouveau format sur Fréquence Soleil Vert. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter le camarade Mattei. Bon bah voilà les petits potes, la vie reprend enfin son cours. Le confinement touche à sa fin, les commerces rouvrent, je vais pouvoir retourner chez le coiffeur pour qu'elle me corrige mes errances capillaires. Les gens vont pouvoir faire leurs emplettes de Noël et la course à la consommation va reprendre de plus belle. Malgré quelques pitreries de nos amis de gauche, la grande révolution n'est pas arrivée. On va retrouver le train-train. Les Noirs vont recommencer à nous les briser avec l'esclavage, les féministes avec les jouets de Noël non genrés, et les écolos avec les sapins qui polluent. Le nouveau monde tant vanté ressemble quand même vachement à l'ancien. De notre côté, Radio Virus va tirer le rideau et se rendormir si le bruit de la civilisation qui s'écroule le permet. Ces chroniqueurs qui vous ont divertis pendant un mois vont retourner dans l'ombre et vont continuer la lutte humblement, sans faire de bruit, à essayer de secouer les derniers hommes debout de ce cher pays. Rassurez-vous, on n'est pas sans se revoir. On sait tous au fond de nous qu'on va nous recoffrer en février pour la 3e vague, et ainsi de suite jusqu'au vaccin, et certainement longtemps après. Quand on sera au Radio Virus saison 17, on continuera à rigoler sur l'absurdie qui règne partout, on continuera à alerter du péril qui nous menace, et on continuera à offrir des clés aux résistants de demain. Alors certes, force est de constater qu'on n'a pas atteint le million d'abonnés et que YouTube ne nous a pas arrosé de pognon. Même NordVPN n'a pas voulu faire une pub avec nous. C'est vous dire si on pèse pas. Alors pourquoi continuer ? Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune envie de dire à nos enfants que nous avons renoncé. Nous voulons leur dire que tout ce qui a été en notre pouvoir, nous l'avons fait pour empêcher le monde de merde dans lequel ils vivront. La deuxième raison, c'est que j'aime à penser qu'un jour des chercheurs se pencheront sur cette époque de dingue et qu'ils trouveront chez nous un journal de bord, certes un peu foutraque, de ce qui étaient les opinions et les vies d'une poignée de gars qui croyaient encore à la victoire. Enfin, troisième raison, c'est que Radio Virus doit être compris comme une queue de comète. Nous avons produit des centaines de chroniques sur des thèmes variés, littérature, culture, cinéma, politique, philosophie. Ces chroniques resteront toujours d'actualité et serviront à ceux qui les écoutent, même si c'est dans 10 ans. La guerre qui se prépare va opposer des zombies sans cervelle aidés par des ordinateurs sans cœur. Nous voulons des soldats avec une tête bien pleine et un cœur en feu. Choisissez votre camp, amis auditeurs, parce que la neutralité, c'est déjà l'aveu que vous êtes avec ceux d'en face. Poursuivons avec les actualités présentées par Derfonnet. L'actualité de ce lundi 30 novembre. Écologie. À Lille, la Grande Roue est une attraction réputée. Elle pourra tourner cette année. Mais sans personne dedans, Covid oblige. Logique. Immigration. La France va accentuer ses patrouilles le long de la Manche afin de limiter l'immigration clandestine vers le Royaume-Uni. On a envie de leur dire qu'ils se sont trompés de littoral. Hongrie. Un responsable culturel a comparé Soros à Hitler. Quelle indignité. Walking Dead. Au Danemark, des millions de visons ont été tués pour endiguer la propagation du coronavirus. Ils ont ensuite été enterrés dans des fosses. Problème, le sol est sablonneux et les gaz de décomposition des corps les font remonter à la surface. Une vision d'horreur pour les habitants voisins. Les autorités vont remettre du sable sur tout ça. Bon appétit. Loto. Joe Biden s'est fracturé le pied en jouant avec son chien. Kamala Harris, sa vice-présidente, va pouvoir aller au casino. Impôts. Les compagnies aériennes tirent la sonnette d'alarme. Aucune compagnie ne peut survivre à cette période sans l'aide de l'État, déclare un de ses DG. Je sens qu'on va leur filer des sous pour qu'ils fassent des plans sociaux. Massacre. Au Nigeria, tout le monde s'en fout, mais Boko Haram continue ses randonnées. Ils ont tué 110 civils, les agriculteurs dans les champs. Le Covid aura tué les informations internationales. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles émissions. Poursuivons avec le point politique, présenté par Ravage. Le militantisme, en ce qui est la volonté de lutter politiquement, est naturellement masculin. Il attire avant tout les hommes, car il répond à leurs besoins profonds,
une meute à laquelle appartenir, une guerre à mener. On observe néanmoins depuis quelques années une féminisation, toujours minoritaire, mais progressive des mouvements de notre famille politique, même les plus radicaux. Et comme tout est politique, il convient d'avoir une réflexion sur ce phénomène. D'abord, pourquoi viennent-elles ? Parmi toutes les raisons probables, il y en a une qui me semble déterminante. Prise en étau entre les injonctions du libéralisme, carrière, rentabilité, célibat, névrose, et en première ligne face à la violence des bandes ethniques, les femmes cherchent des gens normaux, et à mesure que la société se désagrège, ces derniers deviennent une denrée rare. Alors, pour celles qui n'en peuvent plus du métrosexuel et qui n'envisagent pas de devenir des africaines mentales, le plus simple reste d'aller dans ces groupes qui prétendent défendre une vision traditionnelle et enracinée de l'homme avec un grand H. Maintenant, est-ce une bonne chose ? Les filles, ça fout la merde, même involontairement. Qu'une seule se pointe au milieu d'une réunion, une discussion, et vous verrez tous nos jeunes militants pleins de peps et de foutre devenir des petits coqs et s'entre-déchirer. Qu'une seule vous accompagne en manif un peu tendue, et vous passerez votre temps à la surveiller, à éviter les points chauds, bref, à tout faire, sauf ce pourquoi vous étiez venu. Elle ne vous a rien demandé, c'est votre instinct, vous n'y pouvez rien, elle non plus. Accepter des femmes dans votre crew demande de poser quelques préalables. Il y a un temps pour la politique, et il y a un temps pour la détente et la sociabilité. Il y a les activités qui peuvent se faire en mixité, la plupart en vérité, et celles qui ne peuvent pas. Enfin, avec des gonzesses, on se tient bien, un minimum. On pique pas celle de son camarade, et on évite de faire du sale avec la gamine de 16 ans qui voulait juste discuter de la dernière loi bioéthique avec vous. Pourquoi s'embêter avec toutes ces règles ? Parce qu'avoir des gonzesses apporte aussi des avantages. Ça veut déjà dire que votre groupe est sain et n'attire pas que des marginaux dépressifs. Que votre ligne n'est pas faite que pour des fanatiques bas du front ou des intellectuels perchés dans leurs concepts abstraits. Car présence féminine rime souvent avec plus de pragmatisme. La gonzesse est terre à terre, réaliste, parfois même matérialiste. Ça brise des envolées lyriques et des plans sur la comète à l'occasion, mais ça permet également d'exiger un résultat concret de chaque action et de rattacher des idées conceptuelles à la mise en œuvre pratique. En clair, un homme qui pense écologie intégrale voit une cabane dans le Larzac avec un vague potager. Une femme y voit une maison avec un minimum de confort, une organisation qui permette d'avoir des enfants et des familles aux alentours pour avoir une vie sociale. Lequel des deux projets est le plus viable ? Enfin, le système a détruit les relations hommes-femmes, nous rendant incompréhensibles les uns envers les autres, au point que pour beaucoup de militants, se mettre en couple signifie arrêter de militer, car madame n'en voit pas l'intérêt. Il ne s'agit pas de vous marier obligatoirement avec une militante, non, mais de voir dans cette présence féminine une occasion de réapprendre à comprendre le sexe opposé. Nous partageons déjà l'essentiel, des convictions et une vision du monde commune, le reste ne doit pas être si compliqué. J'ajoute qu'il est bien plus rassurant de ramener une femme dans un groupe militant lorsque l'on sait qu'elle y trouvera d'autres filles avec qui échanger. La mixité dans le militantisme, selon la façon dont vous la gérerez, sera malédiction ou bénédiction. La fin du sérieux politique et l'explosion de votre groupe, ou l'ingrédient qui manquait pour que ce dernier évolue en véritable communauté. Passons maintenant à la pause musicale que j'ai l'honneur de vous présenter. Chers auditeurs, on va encore parler d'un groupe breton. Oui, je sais, on en a déjà eu pas mal dans cette émission, mais comme je fais que ce que je veux, et bah c'est pas grave. Donc je vous propose de redécouvrir un grand classique, je parle bien entendu d'un chant venu de la terre, du groupe breton Unité Mao Mao. Qu'est-ce que vous trouvez le plus important dans la vie ? Le plus important, être libre. Intoxique le murmure des rivières. Le monde s'organise, pourquoi faire, on ne sait plus. Mais on a rasé les talus et les bois ne sont plus. Le temps a passé sur la vie d'Angela. Le rendement à l'hectare sur l'amour de Mamboire. Le round-up, la culture de produits sans saveur. Sur la fierté paysanne, le goût amer du labeur. On n'arrête pas le progrès, c'est bien ça le problème. La planète est à genoux, on continue quand même. La science de Monsanto
L'homme se nie dans le non-respect de la bête. Des bestiaux qu'on engraisse et ne voit même plus le jour. Les uns sur les autres, pataugeant dans la merde. Une décharge sur la tête marque la fin du séjour. Aux fidèles compagnons, à la fierté de la maison, à la force de la nature, à sa vie, à son nom. Le temps a passé sur les larmes d'Angela quand le cheval de l'amour est parti cette année-là. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Pas un geste, pas un quart, attendri pour le décor. Quand la science sert le profit, la technique fait des merveilles. Les champs sont productifs, mais tant pis pour les abeilles. Le temps a passé sur le bon sens d'Angela et les hypermarchés sur les jours de marché. La mondialisation sur le gré saisonnier et l'humeur des marchés sur son ouvrage Liberté. Un cri, un chant venu de la terre, d'une noblesse calleuse, pauvre à millions. Des bras de l'homme, de la grâce d'une mère, du son de la tranche, de l'odeur des sillons. Un hommage à l'échange, au désir de transmission. Du savoir à l'alphabet, snobé par l'instruction. Une ode à la vie, un hymne à la terre, au futur de nos enfants, à la mémoire de nos grands-pères. Eh bien, tous les chants, c'était comme chacun, c'était comme un vers du poème. Oui, comme un jardin. Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus, il y a 3, 4, 5 chants dans le même chant. Allez chercher le nom maintenant parmi tout ça. Ce sont des enfants perdus, un peu. Oui, bonne foi. Et qu'il y avait des jolis noms aussi. Un cri, un chant venu de la terre, d'une noblesse calleuse, pauvre à millions. Des bras de l'homme, de la grâce d'une mère, du son de la tranche, de l'odeur des sillons. Un hommage à l'échange, au désir de transmission. Du savoir à l'alphabet, snobé par l'instruction. Une ode à la vie, un hymne à la terre, au futur de nos enfants, à la mémoire de nos grands-pères. Passons maintenant à la pause musicale que j'ai l'honneur de vous présenter. Chers auditeurs, cette dernière émission ne sera pas animée par Becker, mais sera animée par Charvet. Les Parasites est un collectif de vidéastes fondé en 2013 par d'anciens élèves de l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation. Ils diffusent l'essentiel de leur production gratuitement sur YouTube. Ils ont réalisé un certain nombre de courts-métrages et ont remporté de nombreux prix, notamment lors du 48 Hour Film Project, concours où les concurrents ont 48 heures pour monter un court-métrage de A à Z sur un thème défini avec un certain nombre de contraintes. En plus de ces concours, ils commencent à produire plusieurs courts-métrages avec des messages et des réflexions plus politiques. Assez rapidement, ils montent des courts-métrages qui interrogent le monde et l'avenir, comme dans Monsieur Carotte, Lucie et le Périscope, sorte de Bienvenue chez vous à l'époque des réseaux sociaux. Crise d'empathie dénonce une époque barbare où l'on formate les êtres pour ne penser qu'à soi. Mais c'est en 2016 qu'ils élargissent leur public avec le court-métrage Jeux de société, qui apporte une critique assez fine sur le capitalisme et son aspect totalitaire. En 2019, ils produisent avec Canal+ la mini-série à succès L'Effondrement, qui présente en 8 plans séquences différents scénarios lors de la chute du monde que nous connaissons. Ce collectif est très intéressant, à la fois par leur production, toujours très professionnelle et de qualité, mais aussi par leur mode de fonctionnement et leur approche du militantisme. Il ne s'agit pas de militants qui cherchent à plier l'art à leur idéologie, ce qui rendrait du coup leur production insipide ou inaudible pour ceux qui ne leur ressemblent pas, mais d'un groupe de gens bons dans leur travail qui se servent de leur passion pour faire passer leur message. Message auquel on peut adhérer ou pas, leur moyen-métrage Boucherie éthique qui est une critique du carnisme est un peu lourd, mais toujours produit avec beaucoup de qualité et d'humour. On sent que l'équipe est bonne dans ce qu'elle fait, que ce soit les réalisateurs, les acteurs ou le montage, qui sont toujours de qualité. Le format de court-métrage et la gratuité correspondent parfaitement au canon de l'époque de zappeurs et de jouisseurs, et ils savent parfaitement utiliser les supports d'aujourd'hui. Leurs pages YouTube alternent leurs réalisations, les making-of et leurs expériences professionnelles ou militantes, notamment à un camp climat ou un tournage de Thinkerview, autre excellente chaîne à suivre. On voit à travers leur production qu'ils participent à toute une galaxie militante et conscientisée bien plus large. Il ne s'agit pas d'une structure militante organisée et formatée comme cela a pu exister par le passé, mais d'une nébuleuse où chacun vit sa vie, mais apprécie de se retrouver pour travailler ensemble.
Voilà un exemple de communauté qui n'est certes pas issu de notre philosophie politique, mais qui peut nous servir d'exemple dans sa production comme dans son fonctionnement. Regardez l'ensemble de l'œuvre des Parasites, trouvable sur YouTube. Faites des films qui interrogent notre monde et ouvrent de nouvelles perspectives. Poursuivons avec la chronique littéraire, présentée par Toulouse. Pour la dernière chronique littéraire de Radio Virus saison 2, nous vous proposons du lourd, du très très lourd, à savoir La République du Mont Blanc de Marc Augier, alias Saint-Loup. Ce livre s'inscrit dans sa trilogie des Patries charnelles aux côtés de Nouveau Cathare pour Montségur et de Plus de pardon pour les Bretons. Nous avons voulu lire la préface de La République du Mont Blanc, éditée à la Table Ronde en 1982. Cette préface fut écrite par un certain Philippe Augier, sans doute quelqu'un de la famille de Marc Augier, mais nous n'avons pas trouvé de traces. Et ça nous étonnerait fortement que ce Philippe Augier soit l'actuel maire UDI de Deauville. C'est un peu long, accrochez-vous, mais ça en vaut le détour. Et comme disait Clara Morgan, plus c'est long, plus c'est bon. Écoutez, lorsqu'un écrivain entraîne ses lecteurs dans le cosmos, qui leur fait vivre des guerres interstellaires, de fabuleux voyages aux confins de la galaxie où il rencontre des créatures tantôt démoniaques, tantôt bienveillantes, mais toujours dotées de pouvoirs inouïs, il fait de la science-fiction. Lorsqu'il les entraîne un demi-siècle en avant sur leur propre territoire et qu'il leur fait vivre la potentialité de leur propre guerre, d'abominables perspectives d'occupation et de servitude, il fait de l'histoire-fiction. Le premier genre fascine, le second inquiète. L'homme contemporain préférant s'entendre dire « Tu es Prométhée, ta science fera de toi le maître de l'univers », plutôt que « Tu es Faust, regarde ce que tu as fait de ton âme ». Dans La République du Mont Blanc, Saint-Loup montre de quelle façon la société tout entière est en train de vendre son âme. Aveuglé par sa quête frénétique des richesses matérielles, grand adorateur de pétrodollars, l'Occident procède au mélange des ethnies et des cultures, brasse les particularismes et les traditions, nivelle les hommes, les coupe de leurs racines. Ce monde, entièrement régi par les multinationales, peuplé de fils de personnes, assimile progressivement les populations qui viennent, de plus en plus nombreuses, de l'Orient et de l'Afrique. Et lorsque cette assimilation devient invasion, il est trop tard. Alors, telle une punition divine, cette grise société d'esclaves et de robots, à côté de laquelle celle de George Orwell fait presque figure de paradis, est irrémédiablement engloutie sous un déluge d'un nouveau genre. Toutes? Non, car une poignée d'hommes et de femmes, réfugiés au sommet du Mont Blanc, comme autrefois Noé sur le mont Ararat, va survivre au cataclysme et donner naissance, selon la loi de l'éternel retour, à une société nouvelle. Ces mutants ont appris à vivre dans des igloos à plus de 4000 mètres d'altitude, à se nourrir du produit de leur chasse et de leur rapine, à gravir en un temps record d'impressionnantes dénivellations. Ce sont les descendants de guides de haute montagne, de moniteurs de ski, d'instituteurs, de paysans ou de maçons savoisiens qui, quelques générations plus tôt, dans les années 80, ont fondé pour se protéger de la moderne Babylone qu'est devenue l'État français et pour soustraire leur territoire aux opérations colonialistes des promoteurs, la République du Mont Blanc. Cet ouvrage, qui est peut-être l'une des plus grandes réussites de Saint-Loup, est remarquable par 3 aspects, au niveau de lecture. Il y a d'abord la dimension poétique. L'auteur, qui est un expert et un amoureux de la montagne, comme il nous l'a prouvé dans Face Nord, Montagne sans Dieu, Mont Pacifique ou La peau de l'Oroc, sait dépeindre à merveille la vie intime des glaciers, des forêts, des torrents, le souffle particulier du monde alpin, ses brusques changements de temps et de physionomie, l'enchaînement immuable des saisons, le parfum des myrtilles ou celui des pâturages, le grondement des avalanches, les 1001 pièges que l'homme doit éviter, les efforts soutenus, la ténacité, le courage que la montagne impose à qui veut vivre en elle. Il y a aussi la dimension politique et sociale. Ces hommes et ces femmes, séparés par le découpage arbitraire des nations en savoyards français, valdôtains italiens et valaisans suisses, veulent se fondre en une seule et même communauté, fondée sur l'ethnie, la langue et la tradition. L'espace géographique dans lequel ils se meuvent est dominé par le Mont Blanc, fédérateur tout-puissant qui répartit les familles aussi bien que les eaux, impose le même climat, donc la même végétation, donc les mêmes ressources, les mêmes types humains, le même style de vie, les mêmes mœurs, dans une unité constituant la culture. Dernier ouvrage en date du cycle des Patries charnelles, avec Nouveau Cathare pour Montségur et Plus de pardon pour les Bretons, La République du Mont Blanc illustre l'idée forte de Saint-Loup, qui sont que les regroupements humains doivent se faire par les patries, c'est-à-dire par la terre des pères et non par les nations, entités artificielles.
écrit bien avant l'avènement du pouvoir socialiste et de ses intentions régionalistes, la préface date de 82, dont on a encore pu aujourd'hui constater les effets, le centralisme parisien et jacobin n'ayant fait jusqu'à présent que changer d'étiquette politique, ce livre montre clairement comment le régionalisme débouche sur le séparatisme. Il y a enfin la dimension symbolique, la plus importante. À mi-chemin entre Giono et Nietzsche, Saint-Loup imagine un itinéraire pour retourner aux sources de l'homme, qui passe à la fois par le réapprentissage de la nature et par l'élévation vers le plus haut. Car voilà que cette communauté de citoyens du Mont Blanc, ayant fui par étapes la grande misère morale qui envahit plaines et vallées, atteint le point culminant de l'Europe. Mais comment aller plus haut ? Cette dimension verticale nous plonge au cœur de la notion de volonté de puissance et de dépassement. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Nietzschéens, les républicains du Mont Blanc le sont assurément, et le livre de Saint-Loup illustre les efforts d'un petit groupe d'hommes pour vaincre la plus grave des maladies, l'homme lui-même. L'homme malade de lui-même, conséquence d'un divorce violent avec son passé animal. C'est à la recherche de ce passé que sont partis les Savoisiens sur les cimes des Alpes. Si leur vie ascétique n'est pas un idéal, mais une nécessité, leur mobile est le même. Chercher à se guérir d'une vie dégénérescente. Lutter contre l'épuisement psychologique auquel ont succombé ceux d'en bas. Mus par une extraordinaire volonté de survie, ces admirables hommes des neiges vont, en s'élevant progressivement, vivre les pires privations, affronter les plus redoutables dangers. Certains renonceront, quitteront la communauté pour redescendre dans les villes où le fauve humain, depuis longtemps domestiqué et civilisé, mène une vie douillette et mesquine. D'autres, beaucoup d'autres, ne survivront pas et seront englacés. Au sommet du Mont Blanc, la sélection naturelle n'aura épargné que quelques individus souverains, ceux qui ne ressemblent qu'à eux-mêmes, autonomes et sauvages, ceux qui ont trouvé en eux-mêmes la valeur étalon. Des femmes mourront en couches, mais des enfants naîtront dans les igloos, plus robustes que leurs pères. Qu'importe s'il n'en reste qu'une douzaine, pour contempler, du haut de la montagne qu'ils habitent, le lever du soleil, enfin revenu sur une Europe engloutie, punie de ses péchés. Bon, au passage, ce n'est pas vraiment notre vision politique, mais bon, c'est un roman. Car ce sont les plus forts, les pères fondateurs d'un monde nouveau qui naît sous le signe du Verseau. Écoutons Zarathustra. Vous levez les yeux lorsque vous aspirez à vous élever, et moi je baisse le regard car je suis déjà en haut. Qui d'entre vous peut à la fois rire et être sur la cime ? Celui qui gravit les plus hautes montagnes, celui-là se rit de toutes les tragédies. Jamais plus qu'aujourd'hui, nous n'avons éprouvé ce sentiment que tout va en s'amenuisant. Ça c'est vrai, on partage ce point de vue. Jamais notre progression linéaire et constante vers le médiocre et l'indifférent n'aura été plus évidente. Comme dit Nietzsche, le destin fatal de l'homme est là. Ayant cessé de craindre l'homme, nous avons aussi cessé de l'aimer. Déchirés par l'absurde alternative capitalisme-marxisme, nous perdons de vue les vrais problèmes, qui sont la préservation de notre identité et la garantie de notre éternité. Notre éternité, on l'a vu, c'est notre sol, notre langue, nos traditions. Quant à l'éternité, la seule à laquelle l'homme puisse prétendre, c'est, dit Saint-Loup, mais encore une fois on partage pas ça, l'éternité biologique, celle qui nous condamne, à travers notre descendance, à être meilleurs et plus forts que nous n'avons été. Le mythe de la République du Mont Blanc se place dans le contexte d'un Occident malade de ses colonies perdues, et en passe d'être submergé par elles, comme jadis l'Empire romain. Au cœur de cette apocalypse inévitable, dont nous avons confusément l'intuition, Saint-Loup fait briller une lueur d'espoir, celle de l'aurore rose argentée, dans laquelle se découpent les crêtes des hautes montagnes, visibles pour quelques-uns seulement. Ceux qui ont compris que, pas plus qu'on ne peut conquérir le Mont Blanc en hélicoptère, on ne peut atteindre Dieu en édifiant la tour de Babel. Et enfin l'éphéméride, présenté par Loma. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, notre cher et estimé camarade Clayton ne fera pas cette éphéméride. Je sais que c'est dur pour chacun d'entre nous, car il nous a fait tant rire durant ces quelques semaines. Mais il faut aujourd'hui l'honorer. Éphéméride du 30 novembre, qui est le 334e jour de l'année selon notre ami Grégoire, et le 335e en cas d'année bissextile. Il reste 31 jours avant le Nouvel An. Nous sommes également le 10e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour de la pioche. Et je vous rassure, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bonne fête à tous les André. André qui vient du grec andros, qui veut dire homme. Mangez donc des compotes pour devenir des hommes. De plus, nous sommes aujourd'hui jour de pleine lune. Attention aux femmes enceintes.
Maintenant, quelques dates clés. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort d'Oscar Wilde, qui nous a quittés maintenant il y a 120 ans. C'est aussi l'anniversaire du RMI, instauré en 1998. Quelques faits historiques. 1786, la Toscane abolit la peine de mort sous le règne de Pietro Leopoldo. Le Grand-Duché de Toscane est le premier État à abolir la peine de mort et la torture. 1986, mort de l'acteur Gary Grant, un petit ange parti trop tôt. 30 novembre 2002, entre ici, Jean-Alexandre Dumas. Bref, les cendres d'Alexandre Dumas sont transférées au Panthéon. Mais aujourd'hui, nous fêtons aussi l'anniversaire de la naissance de Churchill. Mais qui est-il? Sir Winston Churchill, né le 30 novembre 1874 à Woodstock, et mort le 24 janvier 1965 à Londres, est un homme d'État britannique. Sa ténacité face au nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, joint à ses talents d'orateur et à ses bons mots, ont fait de lui un des hommes politiques les plus reconnus du XXe siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de la littérature. Il est également un peintre estimé. Citation la plus connue, que tout le monde connaît évidemment, et je vais citer Churchill. Je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart au nazisme. Malheureusement, tout cela a un prix. Il m'est impossible de m'engager dans le temps. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne peux pas vivre autrement. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Horoscope du jour. Vous serez directement soumis à la double influence de Neptune et d'Uranus. Vous risquez de passer de fort mauvais moments. Soit vous aurez envie d'agir, d'exprimer ouvertement vos points de vue, de dire un non franc et massif. Soit vous piquerez des colères mémorables et ensuite vous vous sentirez coupable. Vous devez faire des efforts assez exceptionnels pour conserver la maîtrise de vous-même. Et pour finir, le clin d'œil du jour. Même le plus grand des chênes a un jour été un gland. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés tout au long de cette deuxième saison de Radio Virus. Je tiens à remercier toute l'équipe de Radio Virus, tous les chroniqueurs qui ont fourni un travail exceptionnel pour ces émissions quotidiennes, et merci aux équipes techniques. Merci à vous aussi, chers auditeurs si assidus. Merci de nous avoir suivis durant toute cette deuxième saison. Tâchez de rester en vie, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les ondes de Fréquence Soleil Vert.